Bonjour à tous. Bonjour. Et bonjour. Donc, bienvenue. Donc, comme tout webinaire, on a bien entendu prévu un temps de questions-réponses à la fin de l'atelier. Vous pouvez poser à tout moment toutes vos questions en bas à droite de votre écran dans le chat. Et le replay vous sera bien entendu à la fin, envoyé à la fin. Notre sujet aujourd'hui est quelle est la ou les valeurs de l'acheteur responsable au-delà de la donnée et du reporting. Telle est la question à laquelle nos experts vont tenter de répondre aujourd'hui. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Vincent Leroux-Lefebvre, expert achat responsable AFNOR et fondateur de Parse. J'espère l'avoir bien prononcé, Vincent. Tout à fait, Performance. Bonjour, bonjour à tous, fondateur d'il y a un peu plus de 15 ans de Parse, Performance Achat et RSE. Et Jacques Derrieux, directeur du pôle expertise avant-vente. Bonjour à tous. Voilà. Et moi-même, Éléonore Roucotte, responsable marketing de Corcentric. Vincent, je vais te laisser la main pour présenter à tout le monde l'agenda de notre webinaire aujourd'hui. Bien sûr, à travers une présentation rapide de ce que fait l'AFNOR, mais que je pense un certain nombre de présents connaissent déjà, nous viendrons bien sûr aussi à présenter Corcentric qui nous reçoit et expliquer que les achats rentrent dans une nouvelle ère, autant à travers une évolution du contexte réglementaire et normatif que de l'implication même de l'Europe à travers trois grands textes qui sont la CSRD, la CS3D et la FLR, et qu'aujourd'hui pour les achats, la vision de l'auditeur et la vision de la compilation de données devient plus que prenante, et la solution de l'ISO 20400 à travers la cartographie des risques est une approche qui fait la part belle aux achats en essayant de conserver cette relation aux acheteurs et pas juste une relation au vu du chiffre et des simples indicateurs. Merci Vincent. Alors l'AFNOR, c'est la maison des bonnes pratiques. En ce moment, on a tendance à entendre beaucoup de choses autour de la norme. L'AFNOR ne fabrique pas les normes, mais l'AFNOR essaie de réunir toutes les parties pour pouvoir justement, à travers son expertise, apporter les bonnes pratiques aux entreprises. D'un côté, avec les normes volontaires et la création de commissions pour les entreprises, pour qu'elles rejoignent ça et qu'elles donnent leurs pratiques et qu'elles soient unifiées à travers une partie veille réglementaire, normative industrielle, et c'est toute la partie de AFNOR édition qui met à disposition ces éléments pour les entreprises. Et puis, la norme, je dirais, sans la certification, ce ne serait pas de la norme. C'est tout ce qui accompagne les entreprises dans l'évaluation et les signes de reconnaissance sur, justement, tous ces standards qui existent et comment se les approprier. Et compétences qui va former auprès des entreprises les utilisateurs de normes, mais aussi de pratiques, et dans notre cas, de bonnes pratiques aux achats responsables. Merci Vincent. Et donc je vais prendre quelques secondes pour vous présenter rapidement la société Corcentric. La société Corcentric est une société internationale qui produit des solutions pour les achats et la finance, des solutions source to pay et order to cash avec des services personnalisés. Alors on est un peu plus de 500 dans le monde, un peu plus d'une centaine en Europe, et avec une très forte implantation en France, dans le sud de la France, à Aix-en-Provence. Et puis, bien entendu, en région parisienne pour servir nos clients au plus près. Merci Jacques. Et on va attaquer tout de suite, hein, Vincent, sur le sujet qui intéresse tout le monde ici, hein, c'est-à-dire qu'on constate que le poids des nouvelles réglementations exerce une pression de plus en plus importante, hein, sur l'ensemble des services et notamment la fonction achat. Finalement, quelles compétences les achats sont en mesure de légitimer pour toi aujourd'hui? Alors les achats ont sur les 50 dernières années énormément évolué. Là où les entreprises et les directions d'entreprise attendaient les achats sur une optimisation
des coûts, les cost killers, on a demandé aux achats et les directions ont demandé à ce que les acheteurs pouvaient gérer au mieux le risque, que ce soit le risque opérationnel, le risque financier et les risques légaux. Et avec l'arrivée des différentes réglementations, les acheteurs se sont posés pas mal de questions et sont à nouveau rentrés dans le jeu en se disant qu'ils étaient créateurs de valeur. Plus juste simple centre de coût, mais capable d'être un centre de profit pour pouvoir amener de l'innovation, de la performance, de la transparence. Quand on regarde les 2 derniers baromètres du CNA ou même d'autres organisations pour les achats, ce qui est attendu des acheteurs, c'est créateur de valeur et créateur de performance pour l'entreprise à travers la valeur qu'elle va dégager. Très bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous donner une perspective d'évolution de cette pression exercée à travers ces contraintes sur les entreprises et en particulier qui concernent les achats? Alors, même si ces contraintes ne sont pas toujours du moins gérées par les achats, l'acheteur étant le meilleur interlocuteur autant du client interne que du fournisseur, il a vu un renforcement de ces dispositifs. Le premier étant l'obligation de vigilance, et toutes les entreprises en France y sont soumises. Dès que vous dépassez un achat de 5 000 €, vous êtes en devoir de fournir un cabis, de fournir les éléments de l'IAS social, la LNTE, la liste nominative des travailleurs étrangers. Et ça, alors c'est pas forcément les acheteurs qui les collectent, mais ces documents sont officiels et ont besoin d'être récupérés. Et puis, avec les années, les lois ont renforcé ces dispositifs, la loi Sapin 2 sur l'anticorruption. Et qu'est-ce que je fais dans mon entreprise? Et l'acheteur se posant la question en disant à son fournisseur, mais que fais-tu dans ce domaine-là avec ce que tu dois apporter? Et puis, arrivé en 2017, la loi sur le devoir de vigilance, qui est donc issue du triste et célèbre Rana Plaza, qui a fait s'interroger le monde, et en particulier la France, sur comment je fais pour connaître ma chaîne d'approvisionnement dans le monde et comment j'oblige les entreprises de plus de 5000 personnes à l'heure actuelle à pouvoir remonter cette vigilance et m'assurer que voilà, j'ai évalué mes risques, je connais mes risques, je connais mes fournisseurs et à ce titre-là, je mets en place un plan de remédiation pour pouvoir répondre à ça. Et en complément de ces devoirs de vigilance, il y a le DPEF, l'obligation de reporting RSE, qui porte ces éléments-là. Donc les acheteurs se sont retrouvés au fur et à mesure avec ces réglementations et cet environnement normatif à apporter des informations attendues autant par les directeurs financiers que par les directeurs RSE, que par ceux qui justement chercher à répondre à ces obligations et à rentrer dans cet élément de gestion des risques et de compliance de plus en plus forte dans les entreprises. Ouais, je comprends. Et du coup, si j'ose dire, c'est un peu la double peine parce que au service achat, on avait quand même déjà un métier à la base et puis il s'en rajoute un deuxième. Et du coup, quelles sont les différentes obligations qu'une entreprise doit envisager pour les éviter finalement, pour que ça devienne une valeur plutôt qu'un fardeau à tenir? La double peine, et souvent le mot fardeau que tu emploies est juste, surtout qu'avec 2024, il y a un renforcement. C'est vraiment l'année du reporting extra-financier. Déjà, par la transformation de la notion de DPEF à travers la CSRD et les ESRS, que l'on verra un peu plus loin, mais voilà, les acheteurs à l'heure actuelle doivent répondre à la taxonomie, doivent répondre à la CS3D, doivent répondre à la CSRT, doivent répondre au Green Deal. Et donc, comment l'entreprise rentre dans cette logique de Fit for 50, répondre à la double matérialité qui est compris dans la CSRD. Comment doivent-ils aussi tout faire pour démontrer le respect de la FLR, Forced Labor Regulations, traduit en français par la directive sur l'interdiction du travail forcé. Tout ça, les acheteurs aujourd'hui sont de plus en plus impliqués dans la collecte de ces informations et dans le traitement pour pouvoir produire ces éléments de l'ESRS et de reporting. Et c'est là où moi, je ne considère pas que c'est une double peine. C'est vraiment la chance pour les acheteurs de pouvoir remettre de la relation et pas juste voir le fournisseur comme un porteur de data point dans ce cadre-là.
Ouais, ben, à ce moment-là, du coup, dans la suite, on va pouvoir développer tout ça et puis finalement donner raison à ton affirmation qui est de voir le côté positif de tout ça plutôt que de se dire on a des choses en plus. Donc, peux-tu nous détailler un petit peu ces trois thématiques qu'on a sous les yeux là par rapport aux implications que ça peut avoir sur les achats? Bien sûr, et je préciserai ce point justement de renforcer la relation acheteur-fournisseur. Les dernières affaires qui ont éclaté encore cette semaine démontrent que c'est pas juste de l'audit, c'est pas juste de la remontée d'informations à travers ce qui est demandé. Donc la CSRD, pour en parler assez rapidement, c'est celle qui va remplacer la notion de de diagnostic de performance extra-financière. Donc, c'est justement celle qui va obliger les entreprises à pouvoir démontrer qu'elles prennent en compte économiquement l'impact qu'elles auront sur leur environnement, sur le droit social, sur un certain nombre d'éléments dans leur chaîne de valeur. Et avantage, c'est que ça va institutionnaliser et définir ces normes de reporting et toutes les entreprises en Europe seront dans cette logique-là et répondront à la même chose. Alors oui, ça paraît extrêmement important. On parle de 1200 data points, donc rien que le chiffre fait peur. Mais il faut bien comprendre que c'est déjà des choses qui existent et c'est des choses sur lesquelles les acheteurs travaillent. La CS3D qui s'est renforcée et qui a été votée le 24 avril 2024, date anniversaire justement du triste et célèbre Rana Plaza, qui pousse le devoir de vigilance des grosses entreprises françaises de plus de 5000 personnes et qui va l'étendre à terme jusqu'aux entreprises de 1000 personnes et 450 millions d'euros, où l'acheteur doit montrer qu'il a pris conscience de ses impacts, de ses risques, mais aussi de ses opportunités et va couvrir justement ces champs-là pour savoir ce que fait son fournisseur. Et pas juste demander à son fournisseur, bah voilà, t'es propre, t'es pas propre, puis si t'es pas propre, on verra, on s'arrangera. Et dernier élément, là où l'Europe était je vais dire facilement en retard par rapport aux États-Unis, par exemple, ou à d'autres grands blocs géographiques, c'est le règlement sur le travail forcé, la FLR, Forced Labor Regulations, qui justement va obliger à suivre et à mettre une obligation de résultat et puis être dissuasif, puisque les parties lésées, les parties qui ont été abusées dans ce cadre-là, pourront demander des dédommagements et pourront poursuivre les entreprises. Donc les implications de la CSRD, bah, c'est des exigences salariées en matière de reporting, c'est un principe de double matérialité, j'en parlais tout à l'heure, et puis c'est une standardisation des formats, ce qui est une opportunité pour tout le monde. On saura quoi demander et la forme sur laquelle ça doit être demandé. Et puis, dans ce cadre-là, quelque chose qui était oublié et pas pris en compte forcément dans les DPEF et par les acheteurs, c'est l'obligation de reporting des émissions du scope 3. Le scope 3 pour les acheteurs et même pour les non-acheteurs, globalement, c'est 80% des émissions d'une entreprise. La CS3D, je vous en ai parlé, une cartographie des risques, une procédure d'évaluation de ses sous-traitants. On ne pourra plus dire je ne savais pas ou si j'avais su, j'aurais pas fait. Non, on évalue ses fournisseurs, on évalue ses sous-traitants et on regarde comment ils font les choses pour éviter d'avoir, par exemple, des gens qui travaillent sans papier ou des gens qui dorment dans les entreprises ou encore des fournisseurs qui enlèvent les sécurités au capot de protection des machines pour augmenter les cadences. Et à partir de là, c'est aussi un mécanisme, comme ça existe dans la loi SAPA 2, de prévention et de recueil des signalements. Et puis là, la FLR, c'est identifier les risques sur le travail forcé. Il existe encore du travail forcé en Europe. Les études qui ont été mises en avant, que ce soit par Domo ou d'autres instituts, démontrent que ça existe encore, plus particulièrement dans certains domaines. Mais voilà, je rappelle que le travail forcé prend différentes formes. C'est pas juste le fait de faire de l'esclavagisme et confisquer les papiers, faire payer les gens pour travailler. Toutes ces pratiques-là rentrent dans la logique de travail forcé. Et là, cette approche, elle va obliger les entreprises à regarder, souvent en association avec les associations, ce qui se passe chez leurs fournisseurs.
Et Vincent, voilà, sur ce slide, je dois reconnaître que quand je l'ai découvert, j'ai été assez impressionné de la liste, bon, que j'imagine exhaustive, hein, des rapports à produire, et je vois beaucoup de thématiques différentes. Euh, je voudrais savoir si ça s'applique à l'ensemble des entreprises, l'ensemble des services, que l'acheteur doit prendre en compte toutes ces thématiques-là. Enfin, de quelle manière finalement une entreprise doit prendre en compte cette liste de besoins dans le cadre de SRS. Alors, justement, ces indicateurs-là, ce sont les familles de SRS que les entreprises vont devoir porter et connaître et intégrer dans leur rapport de durabilité ou rapport CSRD. Mais ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que la taille de l'entreprise va jouer aussi. Pour l'instant, ça ne va s'appliquer qu'aux grandes entreprises. À terme, oui, ça sera plus élargi. On voit qu'en Europe, ça va toucher un certain nombre d'entreprises. On est aux alentours de 5600 entreprises en Europe, tout de suite impactées. À terme, ça touchera les entreprises de 2000 personnes d'ici à 2029. Donc oui, ça prend en compte ces éléments. Après, je dirais qu'un acheteur, quand il est responsable, logiquement, il s'intéresse à ça. Il s'intéresse au changement climatique, il s'intéresse à la pollution, il s'intéresse justement à la partie impact sur l'eau et sur les ressources marines, sur la biodiversité et l'écosystème. S'il ne s'intéresse pas à ça et s'il ne s'intéresse pas à ce qu'il fait à travers son travail et ses fournisseurs, je pense qu'il va oublier certaines choses. Et entre autres, c'est la même chose dans ce qui peut être fait au niveau des services RH. S'intéresser à ce que l'on fait sur sa propre force de travail et ses propres salariés, ça doit être une préoccupation d'une entreprise responsable et pas que des acheteurs responsables. Ouais, je comprends. Du coup, si on s'intéresse par rapport au spectre assez large que l'on a vu pour l'instant précédemment, si on se focalise sur, par exemple, cet exemple d'ISO, de norme ISO 20400, tu as choisi cet exemple, mais j'imagine que tu peux nous expliquer précisément pourquoi et quels sont les points d'attention que tu souhaites soulever aujourd'hui qui intéressent nos auditeurs. Ce que je veux montrer par là, en tant qu'ancien directeur des achats, c'est que la norme ISO 20400, dans la construction qui a été faite, elle vient déjà de l'OPSAR depuis les années 2010, prend en compte déjà ces éléments-là. Prend en compte, vous allez voir, les conduites d'achat, l'impact sur les parties prenantes, l'étude de ces éléments-là. Et puis, elle va, dans les faits, donner un processus, donner très clairement les outils à l'acheteur de pouvoir comprendre ça. Et à l'époque, bien que ce soit une norme volontaire non certifiable, elle pousse à intégrer la cartographie des risques et prendre en compte tout ce qui est attendu à travers les ESR. Donc, avec son arrivée en 2017, qui coïncide avec le devoir de vigilance, les entreprises ont un outil, en suivant cette norme-là, de pouvoir collecter un certain nombre d'informations qui vont les aider à remplir ces ESRS. D'accord. Et autre point important, et c'est le pourquoi de ces points importants, c'est que justement, et ça c'est ce que propose la norme ISO 20400, c'est que pour l'acheteur, ça va être une solution de pouvoir l'approcher au niveau d'un segment achat. L'acheteur, il suit de toute façon des directions stratégiques d'entreprise qui vont être portées aussi à travers une stratégie d'achat responsable. Et donc, que ce soit à travers le segment achat, que ce soit à travers l'approche fournisseur, que ce soit à travers l'impact durable, ce qui a été choisi comme objectif fort de l'entreprise, il a la possibilité de répondre à sa cartographie des risques, en anglais qu'on appelle due diligence mapping. Et du coup, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de tous les sujets et que petit à petit on approfondit chacun des sujets et qu'on on se focalise sur la norme ISO 20400, est-ce que tu pourrais nous décrire finalement ces objectifs de manière plus concrète encore qui vont se porter sur les épaules des acheteurs ou des services achats au sens large du terme. Et puis après, bien entendu, on verra l'application d'un corps centrique. Ben,
je dirais que pour moi, le lien en tant qu'acheteur, il est assez simple. C'est que d'un côté, il y a ce que demandent les institutions européennes avec ce renforcement, la pratique de l'achat, qui se veut une pratique d'achat responsable, et puis les principes de l'OCDE. On a devant les yeux, là, justement, les mesures à prendre dans le cadre d'un processus de diligence. Mais ce sont exactement ce qui est attendu au titre des ESRS. C'est-à-dire qu'on va identifier et évaluer les impacts négatifs et impacts sur toute la chaîne d'approvisionnement. La chaîne d'approvisionnement, elle ne s'arrête pas juste à son fournisseur, elle va aussi au-delà à travers ses sous-traitants. Et on va regarder les relations d'affaires. Avoir le meilleur des codes anticorruption, c'est une bonne chose. Si derrière, c'est pas suivi de fait ou autre, on se rend compte que les entreprises vont biaiser ces éléments-là et vont aller au-delà. C'est pour ça que très clairement, dans cette identification et dans cette évaluation, il est nécessaire d'aller encore plus loin. Et l'acheteur, en tant que pivot central de la relation client interne-fournisseur, est à même de pouvoir voir ça. Je vais illustrer avec un exemple et je continuerai sur ces éléments-là. Bourbon Offshore Service, qui avait été reconnu pour ses pratiques anticorruption, a quand même est en cours de procès à l'heure actuelle, puisque les dirigeants de cette entreprise sont convaincus de corruption avec un certain nombre de services publics africains dans le cadre d'appels d'offres. Donc, cette identification, cette évolution et puis la récupération des pièces justificatives va être fondamentale. Mais ça se fait pas juste comme un audit, ça se fait vraiment dans le cadre de la relation. Et dans le cadre de cette relation, c'est très clairement voir ce que l'acheteur est capable de faire et de proposer. Proposer des dispositifs anticorruption, proposer des dispositifs d'évaluation de la performance, proposer justement le suivi de cette performance par rapport aux impacts négatifs tout au long de ce qu'il va pouvoir mettre autant dans son cahier des charges que dans son appel d'offres ou dans sa réalisation et à travers le suivi, qui est le quatrième point, justement, c'est ce qu'il va piloter dans sa relation. Et on voit bien que c'est un métier de la relation, puisque ça dépend du contrat, de ce qui aura été mis, de ce qu'il pourra forcément porter. Et puis, quand un contrat marche, quand tout est rentré en ligne de compte, il faut savoir communiquer. L'acheteur, très clairement, s'il est en mesure de déployer ces éléments-là, et comme c'est indiqué aussi dans la norme ISO 20400, il a une force d'influence. Et cette force d'influence, elle ne se donne pas que par des chiffres, elle se donne par cette relation qu'il porte à travers ses achats responsables et la relation qu'il a avec ses fournisseurs et sous-traitants. Là, que j'essaye de pouvoir vous montrer, sauf si tu voulais rajouter quelque chose, Jacques. Non, non, mais je pensais justement à résilience, des termes que à la conclusion du slide précédent, finalement, on retrouve toutes les valeurs qu'une entreprise aujourd'hui doit nécessairement montrer, aussi bien dans sa relation avec les gouvernements qui sont ou l'univers économique et social dans lequel elle évolue, dans son activité, mais aussi vis-à-vis de ses partenaires. Tu as évoqué la notion d'innovation, résilience, empreinte carbone, etc. Finalement, on trouve tout ici. Oui, on trouve tout ici, on trouve ça à travers les thématiques. Et c'est souvent une expression que j'aime bien prendre quand je forme en entreprise ou quand j'accompagne des entreprises. C'est-à-dire, voilà, on peut avoir tous les modes d'amour. On peut demander de l'amour et sans limite. Mais s'il n'y a pas un peu de preuve, ça va être compliqué de démontrer qu'il y a réellement de l'investissement. Ce que je montre dans ce tableau-là, et c'est aussi pourquoi ça répond à cette orientation, et ce qui est mis en place à travers les 3 grandes réglementations que je vous ai présentées sur l'Europe, c'est que voilà, vous pouvez avoir des engagements au titre du Global Compact, donc le PM. Ça sera en lien avec vos ODD. Les entreprises ont une volonté de mettre en place et puis une obligation suite à la COP de Paris de mettre en place les ODD d'ici à 2030. Et ben, ça répond aux ESRS. Donc,
éviter de prendre juste la notion d'indicateur économique ou de chiffres, mais à travers ces questions pertinentes, à travers justement ces preuves qui sont apportées et qui doivent être collectées, bien sûr, l'acheteur a vraiment les moyens de remettre au centre sa relation et de porter ça tout en répondant à ses obligations, même si ça peut sembler être de la double peine. Et de façon complémentaire, c'est que là où les normes, même si on a tendance parfois à avoir un French bashing norme, là où les normes et même les standards, et on peut prendre le mot anglais pour ça, apportent une solution, c'est qu'elles vont donner ces bonnes pratiques. Il est important, par exemple, et on prend le premier segment achat que vous avez sous les yeux en termes de public relations, donc d'achat de relations, il y a une notion d'éthique et il est important que l'agence avec qui vous allez travailler, elle respecte le code de Lisbonne. Et le code de Lisbonne, c'est tout simplement ne pas aller monnayer vers de futurs clients justement ces achats d'influence ou autres. Et tous les autres codes qui peuvent s'approcher de ça. Et quelle que soit la famille d'achat, il y aura un fondement sur lequel l'acheteur peut travailler et travailler pas tout seul, pas dans son coin, pas en imposant à force de contrats, mais tout simplement en discutant avec ses fournisseurs et en convenant du fait d'aller vers des démarches qui s'améliorent en prenant justement comme référence les éléments qui sont présentés suivant les différentes familles d'achat que vous avez sous les yeux. Merci beaucoup Vincent. Alors dans les slides qui vont suivre, je vais essayer de vous présenter finalement l'outil qui est susceptible de vous apporter à vous, acheteurs ou fonction achat de plus ou de loin, les fonctions qui ont besoin comme ça finalement d'avoir un suivi, piste d'audit fiable, les preuves, pouvoir se connecter à des sources d'informations valorisantes dans la démarche que vous avez. Voilà, on va essayer d'aborder toute cette thématique-là à travers quelques images et quelques explications. Ici, si vous voulez, le plus important, c'est que finalement, quand on se place, les corps centriques se placent bien entendu dans un contexte d'entreprise, parfois avec des organisations extrêmement complexes, avec parfois aussi le besoin de porter l'information et de la diffuser auprès d'un maximum d'informations, de personnes en interne. Nous avons mis au point donc nous réalisons depuis plus de 20 ans une plateforme SaaS Cloud de processus source to pay avec tout un tas de fonctionnalités que vous voyez autour de la suite source to pay, sourcing, gestion des contrats, procurement, etc. Bien entendu, dans la gestion des fournisseurs et donc du partenariat avec les fournisseurs. On devrait presque dire d'ailleurs gestion du partenariat fournisseur, et bien toute cette notion de conformité, compliance, etc., de collecte d'informations pour cela. Voilà, donc un deuxième élément très important, c'est son moteur de processus métier. Pour ceux qui connaissent les notions de processus métier, il faut savoir que tout objet a un cycle de vie et une certification a un cycle de vie également. Ce cycle de vie part de la création de la certification, une demande de certification, puis peut-être une expiration de cette certification. Eh bien, il faut pouvoir suivre ce cycle de vie et bien entendu demander à chaque intervenant de chaque étape de ce cycle de vie de réaliser les tâches pour lesquelles il est prévu de travailler. Et enfin, bien entendu, on met en œuvre un ensemble de fonctionnalités qui permettent de prendre en charge la collecte d'informations pour la gestion du risque et de la conformité de vos partenaires. Voilà. Et tout ça, très très important,
c'est que la finalité de tout ça, c'est que votre entreprise a une relation business avec des clients, qu'à un moment donné, pour réaliser cette relation business, vous appuyez sur des partenaires fournisseurs. Eh bien, il faut sécuriser ces engagements, hein, comme l'a bien souligné Vincent pendant ses explications. Bien sécuriser le risque et la qualité de vos partenaires pour tout simplement assurer une production dans les meilleures conditions et puis assurer également le delivery auprès de vos clients. Le deuxième slide que l'on va voir dans quelques secondes, voilà, on a le mécanisme est assez simple. Finalement, quand on le traduit, peut se traduire par une simple image qu'on a sous les yeux. Eh bien, on est dans une logique d'événement de conformité. Événement de conformité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre partenaire a des caractéristiques et ces caractéristiques sont dénombrées par exemple, ces catégories achats que vous lui assignez, par exemple, par le pays dans lequel il se trouve, le chiffre d'affaires que vous réalisez, etc. Toutes ces caractéristiques vont concourir dans la politique achat et dans la politique de conformité que vous mettez en place dans le cadre de votre activité, eh bien, à élire, identifier des règles de certification. Donc, ces règles de certification, que l'on voit ici au nombre de 3, ont été envoyées chez le fournisseur, ont été envoyées chez un partenaire comme l'AFNOR pour récupérer des informations, récupérer pourquoi pas simplement un statut pour identifier si par exemple ce fournisseur, ce partenaire est certifié ISO 20400 par exemple. Voilà. La somme de ces informations permettant d'avoir un statut certifié ou pas d'ailleurs, ou certification en cours comme on l'a actuellement sous les yeux. Et à quelque part, quand vous avez un utilisateur qui doit réaliser un engagement de dépense, quand vous avez votre directeur financier qui doit signer un contrat stratégique pour l'entreprise, eh bien, vous savez que quand vous allez lui remettre ce contrat entre les mains pour la signature, eh bien, toutes les contraintes de conformité auront été remplies vis-à-vis de ce partenaire. Le slide suivant, en fait, est plus vous présenter l'outil en termes de pilotage global de ce volume de certification, de besoin de certification, de besoin de contrôle que vous avez. Voilà, parce que bien entendu, la majeure partie de nos clients, entre 5 000, on va dire, et 20 000 fournisseurs, et bien entendu, c'est vrai que dès qu'on dépasse les 5 000 euros, on imagine bien qu'il y a un gros volume de fournisseurs à vérifier. Qu'est-ce que va faire la plateforme? Eh bien, elle va être en mesure de distribuer automatiquement vers vos fournisseurs ou vers les plateformes de partenaires de certifiants comme l'AFNOR, va être en mesure de réclamer auprès de ces plateformes les besoins de conformité que vous avez préprogrammés, suivre cet état et ramener l'information. Et de par le volume, vous allez pouvoir piloter à travers ce cockpit de certification, eh bien, les volumes réclamés de certification, les délais de réponse de vos fournisseurs ou des plateformes qui sont certifiantes, et puis bien entendu de piloter également le renouvellement de ces certifications, parce que vous le savez comme moi que les certifications ont une durée de vie et que cette durée de vie, elle doit être suivie pour déclencher derrière automatiquement des renouvellements de certification. Voilà. Donc sur cet écran-là, on voit bien quelques KPI qui vous donnent une information instantanée, mais qui vous donnent aussi l'évolution de cette information instantanée au fil de l'eau, ce qui veut dire que on pourrait voir la courbe du nombre de certifications envoyées augmenter, tout simplement parce que demain, vous allez rajouter une contrainte de certification parce que tout simplement, le pays dans lequel vous êtes ou dans le milieu économique dans lequel vous êtes, l'Europe par exemple, impose
une certification CSRD, etc. etc. Voilà. Si je peux rajouter, hein, c'est que là, Jacques met ça sous l'axe de la certification et de l'obligation, mais en tant que responsable achat, rien ne ne vous empêche d'utiliser ça comme preuve d'amour. Hein. Je vous l'ai dit, hein, la RSE, c'est beaucoup d'engagement et c'est aussi des preuves d'amour. Et imaginez un acheteur ou un directeur achat qui aurait de la sous-traitance dans un monde forcément parfait, celui de la couture. Il pourrait demander, par exemple, les preuves de maintenance des appareils. Et il pourrait se rendre compte que ces sous-traitants, justement, enlèvent les protections des capots pour augmenter la production. Et là, ils font courir un risque à l'entreprise utilisatrice forte. Mais Ouais, tout à fait. tout exemple que je prends n'a aucun lien avec la réalité des 3 derniers jours. Et donc, Éléonore, si tu peux revenir au slide précédent, on va montrer cette petite preuve d'amour à nos auditeurs. Voilà, donc vous voyez 3 lignes, une ligne envoyée et 2 lignes certifiées. On voit une ligne d'audit et de conformité, et on voit bien un document qui s'appelle démo PDF pour l'occasion, et c'est l'extrait CABIS qui aura été joint par le fournisseur. Et bien entendu, la preuve d'amour, elle est là, hein, c'est-à-dire qu'on a bien le document. Donc, on va gérer, bien entendu, toutes les évolutions du CABIS du fournisseur, parce que les CABIS peuvent changer au fil de l'eau. Et bien entendu, on va également gérer la piste d'audit fiable, c'est-à-dire qui a demandé cette certification, quand, qui y a répondu, le fournisseur, un tiers certifiant, et ensuite qui a analysé ce CABIS et qui l'a validé au final pour donner un statut de conformité à ce fournisseur. Donc là, on a toutes les preuves en ligne. Et c'est là où ça rejoint finalement, Vincent, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a des entités certifiantes, et l'AFNOR en fait partie, avec un très très haut niveau de professionnalisme et de technicité. La plateforme Corcentric est là pour collecter ces informations, pas forcément au niveau de granularité le plus fin, mais surtout à un niveau de granularité utile pour la population de vos utilisateurs internes dans vos entreprises. Et cette population d'utilisateurs, bien entendu, c'est le service achat, ça peut être aussi le service finance, le service crédit, hein, puisqu'on peut aller chercher des informations de crédit également, et puis plus largement, tous les demandeurs susceptibles de faire des engagements de dépenses, d'investissement, etc. Voilà. Et donc, ils ont une information apportée par la plateforme Corcentric directement sur leur écran au moment où ils font l'acte de sélectionner un partenaire dans la préparation d'une dépense ou d'un contrat. Vincent ? J'allais dire que maintenant, c'est le mot de la fin. Hein. C'est à vous de choisir. Hein. Est-ce que vous voulez vraiment chercher, alors j'allais pas dire juste de l'amour auprès de vos fournisseurs, parce qu'il y a plus que ça dans une relation fournisseur, mais est-ce que vous voulez aussi les preuves de cet amour? Voilà, c'est le mot de la fin. Donc, merci à Vincent, notre expert des achats responsables, et à Jacques, notre expert de l'outil. Donc, avant de démarrer la session de questions-réponses, on vous donne rendez-vous après les Jeux paralympiques de septembre pour un deuxième webinaire qui vous présentera un cas concret de cartographie des risques dans la Corcentric Plateforme. Alors, je vais regarder si nous avons déjà des questions qui sont arrivées. Alors, on en a une. Pourquoi cette activité de cartographie des risques n'est-elle pas gérée par une fonction audit ou compliance? Qui veut répondre? Alors moi, je veux bien répondre. Pourquoi elle va au final retomber dans une partie compliance et audit, c'est pas évident. Mais je pense qu'il y a personne d'autre mieux placé que l'acheteur pour justement poser les questions aux fournisseurs. Parce que quand ça va pas avec un fournisseur, quand le client interne ne s'entend plus avec le fournisseur ou il y a des soucis avec le fournisseur, il vient voir l'acheteur et il vient taper sur l'acheteur avant de taper sur le fournisseur. Et celui qui est le plus à même d'être en contact avec le fournisseur régulièrement et poser ses questions au fournisseur, c'est l'acheteur.
Donc, si on commence à y mettre tout de suite un côté compliance et audit sans prendre en compte l'humain et la relation qui existe entre une direction achat et la direction de ses fournisseurs, je pense que c'est vraiment déjà laisser aux acheteurs juste qu'une partie de leur activité, et c'est mettre avant tout juste le risque en avant à l'exclusif profit de l'entreprise et non plus de la relation achat-fournisseur. Si je puis rajouter quelque chose, dans notre expérience dans l'implémentation de la plateforme Corcentric, ce type de processus, nous avons pu constater que les pratiques variaient bien entendu en fonction de l'activité de nos clients. Je dirais qu'au plus simple, c'est l'acheteur de toutes les manières qui a la légitimité et qui réalise l'ensemble des échanges avec le partenaire. Ensuite, dans des contextes un peu plus complexes, où il y a des outils de production qui rentrent en ligne de compte, où il y a des questions qui vont dépasser peut-être les compétences de l'acheteur parce qu'elles ont attrait à des aspects techniques de réalisation, eh bien, l'acheteur qui garde la légitimité de continuer à maîtriser les échanges avec le partenaire et finalement est le leader dans les échanges avec le partenaire, se fait accompagner d'une personne qui, par exemple, appartient à la production et qui va mener des échanges sur certains aspects techniques avec le partenaire. Voilà. Donc c'est vraiment, ça peut être un mix comme ça, mais c'est surtout l'acheteur qui garde le lead sur la maîtrise de l'échange et des décisions à venir. Merci. Alors, on a une deuxième question. La compilation de ces indicateurs va faire peser encore plus de contraintes dans les entreprises. Est-ce bien nécessaire? Je veux bien répondre. Oui, elle est pour toi, celle-là. Okay. Oui. Alors, oui, ça va forcément alourdir le processus. Oui, c'est une évidence. Sauf que quand on regarde la taille de l'entreprise, il y a déjà un certain nombre de choses qu'elle fait. Et si elle ne le fait pas, elle va vraiment s'exposer à des risques extrêmement graves. Et quand je dis extrêmement grave, c'est pas pour mettre en panique, hein, j'aime pas faire jouer sur la peur, mais justement, je vais parler d'un cas qui est arrivé ce week-end. Vous avez une entreprise du luxe française qui vient d'être placée sous mandat judiciaire en Italie. C'est Dior, c'est la maison Dior. Pour Dior couture, pour tout ce qui est Dior, non pas haute couture, mais sac à main. Et donc, l'État italien décide que cette entreprise ne pourra plus prendre aucune, très clairement, décision sans qu'elle ait validé ces décisions-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont découvert qu'ils avaient dans leur sous-traitant un fournisseur qui employait des gens sans papier, qui employait des gens qui dormaient à même le sol et qui étaient non déclarés, qu'il avait coupé les services les systèmes de sécurité de ces machines pour pouvoir augmenter les cadences, et bien sûr tout ça au détriment de la relation d'achat responsable. Et ce que je pense, c'est que si l'acheteur avait posé les bonnes questions, avait pris en compte ce risque et fait cette cartographie des risques comme il est obligé de le faire, et donc comme il est obligé de regarder les résultats de cette cartographie, je pense que Dior ne sera pas obligé d'arrêter sa production de sacs à main. Donc ça va peut-être pas manquer à grand monde, où les clients qui achètent ces sacs vont peut-être pas trop s'y intéresser, mais j'ai quand même du mal à croire que même Dior, au vu de la marge qu'il fait sur ces sacs, puisse accepter de se passer de 5 à 10% de sa clientèle qui, elle, ne reviendra pas en magasin acheter ces sacs parce que justement, il n'a pas surveillé sa chaîne d'approvisionnement. Merci Vincent pour cet exemple. On a une autre question qui vient d'arriver. Est-ce qu'il y a des limites dans le nombre de collectes et leur nature dans Corcentric? Non, pas du tout. Alors, du coup, c'est une question pour moi. Donc, non, pas du tout. En fait, une des caractéristiques de la plateforme Corcentric, c'est d'être en mesure d'être entièrement paramétrable. C'est-à-dire que vous créez vos propres typologies de nature de conformité que vous souhaitez mettre en place. Vous pourriez l'appeler Sapin 2, vous pourriez l'appeler ISO 20400, etc. Et chacune de ces familles
va permettre de regrouper une liste de collectes diverses et variées qui peuvent se regrouper sous la forme de demandes de documents, qui peuvent se regrouper sous la forme de questionnaires, qui peuvent se regrouper sous la forme d'interrogations auprès d'un partenaire certifiant comme l'AFNOR. Et la plateforme va automatiquement associer, ça c'est vous qui paramétrez bien entendu les règles pour qu'il y ait les automatismes adéquats, mais la plateforme va, en fonction du métier du fournisseur, du partenaire, et puis de la relation business que vous avez avec lui, identifier toutes les règles nécessaires, les ajouter automatiquement. Après, vous voulez en rajouter d'autres manuellement, vous pouvez le faire également. Et puis du coup, ça va déclencher comme ça pour l'ensemble de vos partenaires sur des activités diverses et variées. Peut-être que vous aurez une bibliothèque d'une centaine ou 200 règles de collecte et de certification. Vos fournisseurs simples en auront 3 ou 4, et les fournisseurs les plus complexes en auront peut-être une vingtaine. Mais voilà, c'est la vingtaine nécessaire et suffisante. Donc, c'est vraiment au choix, il n'y a pas de limite. D'accord. Merci, Jacques. Alors, on n'a plus de questions. Donc, merci à tous d'avoir participé. On vous enverra, comme on a dit, le replay à la fin pour que vous puissiez le voir si vous n'avez pas eu le temps de tout finir. Et encore merci à Vincent et à Jacques d'être parmi nous et d'avoir animé ce webinaire. Merci à tous. Merci beaucoup. Et donc, on vous donne rendez-vous après les Paralympiques. Vous allez voir, il va y avoir pas mal de sports cet été et un mois de septembre. Et on vous démontrera qu'il y a plein de choses à faire. Tu nous feras un résumé à ce moment-là, Vincent. Hein. Ah, pour les Paralympiques, c'est sûr. C'est évident. Hein, en introduction, absolument. Tout à fait. En tout cas, bon été à tous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.